On se retrouve aujourd'hui sur la question du management avec 4 témoins provenant de deux structures. Juste rappeler en préalable voilà, un peu l'objectif de ces webinaires. Hein. Donc, on les a construits en partenariat entre le CREAI Bretagne, l'Aract Bretagne et l'OPCO Santé, également avec le soutien de l'ARS Bretagne. Et donc, pour mieux vous connaître, on vous propose un premier petit sondage, alors très, très simple, autour de votre profil. Je le lance. À vous de nous indiquer voilà, quel est votre profil. Évidemment, pour mieux vous connaître, je vous laisse le temps de répondre et puis on va poursuivre les précisions sur ces webinaires. Donc, l'intention, c'est à la fois d'identifier vos besoins et de construire des éléments qui permettent de répondre justement à ces besoins. Également, de valoriser vos expériences et pratiques professionnelles et également d'accompagner la transformation de l'offre que traverse le secteur social, sanitaire et médico-social. Voilà pour les grandes ambitions. Autour de ce deuxième webinaire de cette année, hein, l'idée, c'est de voir comment le management peut accompagner les évolutions qui touchent à la fois les métiers présents dans les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, mais aussi quelle expérience, l'idée est aussi d'aller apprécier quelle expérience du point de vue du management. Je termine, je mets fin au vote. Vous êtes prononcés et donc vous êtes en majorité des participants, hein, pour l'instant une cinquantaine de participants, des directeurs, responsables de services, des cadres de santé et RH. Merci beaucoup pour ce premier partage de sondage. Sans plus attendre, on va accueillir nos témoins avec un programme riche pour cette heure et demie ensemble. D'abord, justement, ce sera l'occasion qu'ils se présentent. L'idée, c'est vraiment d'échanger aussi largement autour notamment de 3 questions qu'on a proposées à nos témoins. On souhaite ensuite partager avec vous un certain nombre de points de repère autour du management, donc que ce soit de la part de l'Aract de CREAI Bretagne ou de l'OPCO Santé. Et puis, vous aurez une enquête en fin de webinaire. On vous présentera aussi nos prochains rendez-vous et on vous remercie par avance de prendre le temps pour justement répondre à cette enquête. Avant de passer la parole à nos témoins, une dernière petite question. Dans votre établissement, quelles évolutions impactent le management? C'est un terme assez valise, global, le management. Et l'idée, c'est de voir voilà, comment vous, de votre point de vue, quelles évolutions en fait, impactent ce management. On vous invite à répondre par le biais du QNR, les questions et réponses qui se trouvent en bas de votre écran. Et là aussi, on pourra faire retour de vos questions. Ils ont été patients. Merci beaucoup à nos quatre témoins. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Elisabeth? Non. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Okay. Donc, on est ravis d'accueillir 4 témoins aujourd'hui. Donc, Isabelle Alexandre, qui est coordinatrice des soins de l'établissement de Montcontour, et Valérie Tressac, directrice des ressources humaines de l'hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve, ainsi que Catherine Rousseau, directrice du médico-social enfant, et Monsieur Tréguer, directeur général de la Fondation Massé-Trévidi. Alors, je vous laisse la parole. Sondage. On vous laisse encore répondre à l'enquête et à la question de départ pendant ce temps. Voilà, je rappelle la question. Quelles évolutions constatez-vous en termes de management dans vos structures? On reviendra sur vos réponses et en attendant, je laisse le soin en premier lieu à Madame Rousseau et Monsieur Tréguer pour présenter la Fondation Massé-Trévidi.
Écoutez, bonjour à tous. Effectivement, donc Steven Treger, directeur général de la Fondation Masset-Révidi. Donc nous allons intervenir à deux voix avec Catherine Rousseau. Pour débuter, je vais vous faire une brève présentation de la Fondation Masset-Révidi, comme c'est prévu dans le déroulé aujourd'hui. C'est une association qui est exclusivement finistérienne. On intervient sur plusieurs territoires du Finistère, tant dans le Nord Finistère que dans le Sud Finistère. Elle a la particularité en fait d'accompagner les parcours de la vie, mais vraiment tout au long de la vie. Ce qui fait qu'on a une grande diversité d'actions que nous menons au quotidien, avec 9 directions qui se répartissent sur 3 secteurs principaux. Alors pourquoi je fais cette présentation de cette manière-là? C'est tout simplement parce qu'on vit des réalités différentes, et notamment autour des thématiques attirer, manager, transformer. Voilà, on vit différentes réalités. Alors, nos 3 secteurs principaux, c'est le secteur de l'insertion, le secteur de l'enfance. Donc, Catherine Rousseau fait partie et intervient sur ce secteur-là. Je laisserai aller plus loin tout à l'heure. Et le secteur personnes âgées, personnes handicapées, essentiellement nos 7 EHPAD. Et donc, ça représente aujourd'hui à peu près 1000 salariés pour 55 millions d'euros de budget. Voilà, ça c'est la présentation, on va dire, synthétique de la Fondation. Alors, si j'insiste sur cette diversité et notamment ces 3 secteurs principaux d'intervention, c'est parce qu'on a un parti pris aujourd'hui qui est d'évoquer essentiellement donc, la direction du médico-social enfance. Donc, la direction du médico-social enfance, ce sont les DITEP, EDIM et une équipe mobile ressources, mais Catherine Rousseau l'évoquera un peu plus en détail, notamment sur cette partie équipe mobile ressources, sur la 3e question qui sera posée tout à l'heure. Alors, comme la partie introductive est assez brève, je vais essayer de respecter le timing qui m'est donné. Un parti pris, pourquoi? Tout simplement parce que c'est le projet le plus abouti en termes de parcours, en tout cas d'évolution de nos accompagnements dans une logique de parcours, et notamment de mise en dispositif. Et donc, effectivement, ça a un impact fort sur l'encadrement et donc le management finalement de cet encadrement. Donc, c'est notre parti pris parce qu'on aurait aussi pu évoquer la question de la protection de l'enfance, notamment. Certains d'entre vous, dans ce séminaire, sont issus de la protection de l'enfance, où on est dans une logique de diversification des accompagnements, et notamment un accompagnement, un hébergement en diffus, mais aussi le développement d'accueil de jour. On aurait également pu évoquer la question de l'insertion avec la logique d'aller vers et du logement d'abord. Voilà, on construit aussi des parcours au quotidien. Donc, il s'agit bien d'une évolution du management parce que les équipes s'organisent différemment, comme c'est le cas sur le médico-social en France, avec une dimension de territorialisation. Donc, voilà. Mais donc, il s'agit bien de ce parti pris-là aujourd'hui de notre côté, de faire le choix non pas d'une globalité de la Fondation, mais bien d'une de ces directions spécifiques. Voilà, ce que je voulais vous dire également, c'est que de fait, nous avons donc plusieurs défis avec cette diversité-là et qui viennent, on va dire, de s'accroître avec cette question du recrutement voilà, qui a été évoquée lors du premier webinaire, donc je n'y reviendrai pas, avec une évolution aussi sur le rapport au travail qui forcément fait évoluer le positionnement des encadrants, des managers finalement, et ça rend l'exercice également différent. C'est-à-dire qu'on est à la fois on est à une confluence finalement d'évolution des parcours et de la manière dont on accompagne le public, mais également avec des professionnels qui ont d'autres attentes. Voilà, on peut parler d'équilibre vie pro, vie perso, on peut parler de durée d'investissement dans le projet. Donc voilà, on est au confluent de tout ça. Donc voilà, je crois que j'atteins mes 5 minutes et je vais laisser la parole à HSTV en espérant avoir respecté le cahier des charges. Je crois que je ne suis pas trop mal sur ma durée. Voilà. C'est un bon début et on va pouvoir développer effectivement les évolutions de vos activités et du management pour la première question. Madame Alexandre et Madame Tressac. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci de nous avoir fait participer. Quelques mots sur l'hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. Je veux bien qu'on ait la diapo, s'il vous plaît. Merci.
Donc voilà, l'Hospitalité Saint-Thomas-de-Villeneuve, c'est un établissement qui dépend d'une congrégation, hein, les Sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve, qui a été créé, l'établissement, il y a une dizaine d'années et qui regroupe aujourd'hui 15 établissements, principalement localisés en Bretagne, mais aussi 2 se trouvent en PACA et un dernier vient d'ouvrir à Nantes, hein, dans les Pays de la Loire. Donc, les activités sont des activités sanitaires et médico-sociales, hein, sanitaires assez diversifiées, médico-sociales autour de la personne âgée et des personnes en situation de handicap. Voilà, l'hospitalité compte 2600 places et 3000 professionnels. Donc, la devise de l'hospitalité, c'est prendre soin de l'autre, c'est d'abord créer un lien. Cette devise, on l'a retravaillée à l'occasion du 3e projet stratégique qui est bien dans la thématique d'aujourd'hui, hein, puisque ce projet stratégique tourne autour de l'expérience usagée, hein, et de leur engagement, mais aussi de l'attractivité, et l'attractivité sur 2 volets principaux, pardon. D'abord, la reconnaissance des professionnels et ensuite encourager, aider à développer une autonomisation des activités et donner aux équipes les possibilités justement de travailler sur cette autonomie-là. La concrétisation de ce projet stratégique, c'est bien la création d'une direction d'innovation, de recherche et de formation, autour de laquelle on trouve le centre de formation qui va être un élément très structurant de ce projet stratégique, mais aussi un Living Lab qui va permettre d'imaginer de nouveaux services à apporter à la population en lien avec le projet médico-soignant partagé qui a été rédigé au préalable. Alors, notre propos, en fait, hein, c'est le propos de l'hospitalité à travers notamment les coordonnateurs des soins qui avaient répondu au préalable aux questions qui ont été posées. Et notre propos s'appuie sur des expérimentations qui sont en cours, mais aussi sur des réflexions qui n'ont pas encore abouti, hein. Donc, on va vous faire partager nos réflexions, nos expérimentations, et puis voilà, après, on va avancer avec vous sur les différents éléments de réflexion. Voilà. Pour la présentation, merci. Merci beaucoup. Alors, avant justement de vous donner la parole à l'un et l'autre, aux uns aux autres, pardon, je veux juste revenir et merci pour votre participation sur justement ce sondage, hein, à l'attention des participants dans votre établissement. Quelles évolutions impactent le management? Différentes réponses que vous avez déjà un peu évoquées dans le cadre de vos introductions. La question du changement du rapport au travail, les difficultés de recrutement et les nouvelles attentes des professionnels sur l'équilibre de vie, évolution aussi autour de l'absentéisme, la notion d'engagement, autodétermination des usagers et inclusion, une notion effectivement qui vient aussi faire bouger les pratiques professionnelles, des professionnels, des demandes d'adaptation des plannings pour mieux concilier vie professionnelle et personnelle, un rapport au travail aussi des nouveaux professionnels qui évoluent, difficultés aussi de management évoquées du fait du manque d'aide soignants, par exemple. Donc là, on est aussi sur la problématique, la question de la pénurie aussi, hein, de certains métiers. Donc ça renvoie effectivement à la notion d'attractivité qu'on avait abordée le mois dernier, les questions de tension RH, évolution relative aussi au rapport au travail. Relations au travail, respect, investissement, fiabilité, et puis à nouveau un changement de valeur de travail pour éventuellement la nouvelle génération aussi, des candidats qui arrivent et oblige aussi à modifier notre façon de recruter, étendre nos canaux de communication, modifier les postes proposés, plus de souplesse, contrat entre guillemets, à la carte. Donc tout ça, effectivement, merci beaucoup pour ces retours. Ça vient évidemment faire bouger le management. Donc on va s'intéresser à cette première question aussi, vous la destinez finalement. Donc je vous pose cette question. Quelles évolutions impactent le management, typiquement là dans vos établissements? Et donc je vous donne la parole. Madame Tressac et Madame Alexandre. Merci. Donc, l'hospitalité cherche à apporter une réponse aux demandes des citoyens, compte tenu de l'environnement sociétal, des besoins de santé,
des problématiques de vieillissement d'un point de vue individuel et collectif. Et donc, à cette question, on va, au niveau de l'hospitalité, essayer de vous répondre sur 3 volets: les évolutions des demandes des usagers, les évolutions sociétales et les évolutions propres à l'hospitalité, hein, qui impactent effectivement l'évolution du management. Donc, sur les évolutions des demandes des usagers, en fait, le choix qui a été fait, c'est de recentrer l'usager, hein, c'est-à-dire qu'il soit maître de son parcours. Et pour ça, il y a un certain nombre d'exemples que je souhaitais partager avec vous, hein. L'objectif étant que l'usager se sente comme à la maison. D'abord, essayer de résoudre la question, à savoir comment les citoyens ont envie de vieillir. Et pour ça, depuis un peu plus de 2 ans, a été mis en place en expérimentation à l'EHPAD Rennes-Saint-Louis, l'EHPAD Hors-les-Murs, qui est devenu depuis le centre de ressources territoriales. Il s'agit là d'apporter aux usagers à leur domicile les prestations de l'EHPAD au moyen des outils connectés. Donc, cette expérience à l'EHPAD de Rennes, hein, est aujourd'hui généralisée au niveau des EHPAD de l'ensemble de l'hospitalité. Un deuxième exemple que je souhaite vous faire partager, c'est le projet immobilier qui existe à l'EHPAD de Tinténiac, hein, pas loin de Saint-Malo. Ce projet étant axé sur le principe de être comme à la maison, ce projet va être dirigé vers la construction de petites maisons dans lesquelles peu de résidents vont être hébergés comme chez eux, avec des soins qui vont être plus humanisés, on va dire, en étant plus à la proximité des usagers. Et puis, dernièrement, j'évoquais l'ouverture de la maison de soins palliatifs à Nantes, hein. L'hospitalité s'est associée à l'association Nicodème. L'objet, là, c'était de chercher à résoudre l'équation de comment nos citoyens souhaitent mourir, en fait. Et cette maison a été construite de manière à répondre au mieux aux besoins des publics concernés. Voilà. Alors, en fait, on a recueilli notamment l'envie, le choix des usagers sur la manière dont ils veulent vieillir ou être pris en charge par le biais de forums. L'hospitalité a rédigé un projet stratégique central qui est décliné dans les établissements, et chaque établissement a organisé un forum ouvert sur le territoire auxquels ont participé les usagers, leurs familles, les professionnels, mais aussi des responsables communaux. Et voilà, pour en fait recueillir les besoins des usagers du bassin d'emploi. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, je suis Isabelle Alexandre, je suis coordinatrice des soins. Donc, je vais parler un petit peu plus du terrain. Donc, moi, je travaille dans un EHPAD de près de 280 lits. Qui est donc une grosse structure. Et voilà, nous ce qu'on observe comme évolution, c'est que nos résidents arrivent de plus en plus tard dans la structure, hein. Il y a un maintien à domicile voilà, de plus en plus long. Donc, c'est vrai que nos résidents arrivent avec une dépendance assez lourde, que ce soit une dépendance physique ou alors des troubles cognitifs qui sont déjà bien installés. Et donc, parallèlement, nous avons donc des difficultés, comme tout le monde, de recrutement de collaborateurs diplômés, hein, qui ont des compétences, hein, les aides-soignants, les infirmières. Et c'est vrai que se pose ce problème de l'accompagnement de ces résidents de plus en plus dépendants et de personnel qu'on a du mal à fidéliser, qu'on a du mal à recruter et avec lesquels on doit composer de plus en plus pour travailler. Après, moi, ce que je voulais souligner aussi, mais ça, c'est pas franchement nouveau, c'est en termes, donc, au niveau de l'EHPAD, c'est l'image sociétale, hein, de la personne âgée qui est toujours corrélée à la perte, hein, perte d'autonomie, perte de repères. C'est vrai qu'on est dans une société où l'agisme, il faut toujours rester jeune, en bonne santé. C'est vrai que vieillir, c'est un handicap, hein, qui nous attend tous, mais c'est vrai que c'est perçu comme un handicap en tous les cas, ou véhiculé comme tel. Et c'est vrai que ça peut être un frein, je pense, au recrutement de jeunes professionnels qui finalement
n'ont pas forcément envie de venir travailler auprès de nos personnes âgées à qui on renvoie plus une image de perte que d'accompagnement. Moi, je trouve que ça, c'est quand même très important. Voilà ce que je voulais dire au niveau de l'EHPAD et de ce qu'on peut observer sur le terrain. Alors, excusez-moi, je rejoins ce que disait M. Tréguier. Donc, au niveau du recrutement des professionnels, c'est vraiment, nous, ce qu'on observe, c'est vraiment une volonté désormais de concilier, et c'est très bien, hein, la vie personnelle, familiale et la vie professionnelle. La valeur travail n'est pas du tout la même qu'il y a 15 ou 20 ans, ça c'est sûr. Les leviers ne sont pas du tout les mêmes. Le levier du CDI ou de la titularisation, ben, ça ne marche plus beaucoup, ça ne marche même plus du tout. Et c'est vrai qu'on est devant des professionnels qui sont assez déterminés à obtenir tel week-end de repos, tel week-end pour aller à tel festival. Enfin, on est vraiment obligé de composer avec eux. Alors, je ne sais pas si c'est un mal ou un bien, en tous les cas, c'est la réalité du terrain. Si je peux compléter ce point, en fait, c'est de se dire aussi, c'est ce besoin de concilier la vie personnelle et professionnelle questionne sur les cadences et les horaires de travail. Hein, et que je pense que on a parlé des jeunes professionnels, mais je pense que après la période Covid, beaucoup de professionnels se sont questionnés sur le sens donné à leur travail et qu'on ne peut plus être dans la course autant. Hein. Typiquement, assurer toutes les toilettes le matin, ça semble aujourd'hui complètement impossible. Au moins, que ce n'est pas raisonnable, c'est clair. Hein. Donc, en fait, notre recherche d'organisation, et on le développera tout à l'heure avec des exemples, hein, c'est effectivement de stopper le travail à la tâche, qui quand même a retiré les valeurs sur le sens au travail. Et puis, c'est sortir des fiches de tâches et c'est bien de partir sur l'autonomisation des équipes. Voilà. Donc, sur les évolutions sociétales, moi, je voudrais aussi souligner quelque chose qui peut paraître pas anecdotique, mais en fait, on s'est aussi posé la question au sein de l'hospitalité de notre population professionnelle, hein, qui est composée à 80% de femmes, et se dire comment, justement, on permet à ces femmes de travailler dans notre contexte d'activité. Hein, quelle est la situation des femmes isolées, quelles sont les problématiques, avec des problématiques qui peuvent être liées principalement aux femmes. Et c'est pourquoi on a conventionné avec le Centre d'information des femmes et des familles de Saint-Brieuc pour d'abord former l'ensemble de nos référents harcèlement sexuel, agissement sexiste. On a 2 référents par établissement. On a aussi rédigé une charte pour savoir comment appréhender une situation de harcèlement. Et puis, on a aussi organisé, et on continue d'organiser, des formations pour sensibiliser les cadres, notamment au départ c'était les cadres, mais en fait on voit que ça concerne plein d'autres métiers, sensibiliser les cadres aux situations de violence conjugale. Donc voilà, ça fait partie des éléments. Pardon ? Merci, merci pour ces éléments. Et si on comprend bien le schéma que vous nous avez proposé, les évolutions et la nécessité et la prise en compte de l'engagement des usagers, l'engagement des professionnels vous incite, et en tout cas vous donne des occasions d'innovation que vous allez pouvoir développer, celles que vous venez de citer, des actions et les suivantes. Et peut-être du coup, pour la Fondation Massé-Trévidy, des éléments de présentation en complément ou différents. Voilà, alors tout à fait. Je vais reprendre la suite. Qui finalement, bien sûr, il y a plein de choses qui se recoupent, puisque ce que vous avez entrepris au sein de vos EHPAD ressemble étrangement et assez prochement finalement de la mise en place de dispositifs ITEP, puisque j'ai entendu des choses qui ont fait écho dans mon oreille, telles que la question des territoires, des habitants, etc. Alors, je vous ai fait 2 petits schémas. Alors, on peut passer de l'un à l'autre parce qu'on aurait pu penser que pour faire un dispositif,
il suffisait d'avoir un établissement et puis un CESAD, et puis du coup, on passait à un dispositif. Voilà, c'était un peu l'idée de départ, puisqu'on s'était retrouvé confronté à des enfants qui étaient suivis en ambulatoire, dont les familles souhaitaient qu'elles puissent être accueillies un petit peu sur de l'accueil de nuit. Et ça, ce n'était pas possible, puisqu'il y avait des notifications qui étaient différentes de la part de la MDPH. J'espère que je ne parle pas trop en argot médico-social. Donc, la maison des personnes en situation de handicap qui notifie pour toutes les personnes en situation de handicap vers où on peut continuer son parcours. Et les questions-réponses restent. Pardon? Non, je soulignais pour les participantes et les participants que vous pouvez poser des questions. Cela reste possible si certains mots vous échappez, soit parce qu'inconnus, soit parce que la bande-son, quelquefois, est plus difficile. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Catherine, je vous redonne la parole. Merci. Et donc, en fait, quand on passe d'un établissement avec son CESAD ou d'un établissement avec des petits services autour, en fait, c'est un renversement complet de concept où l'on passe d'une institution pour tous à une institution pour chacun. Et vous remarquez que je suis en train de parler d'institution, et pour moi, c'est quelque chose de central et d'essentiel, puisque les institutions, c'est quoi? C'est ce qui rassemble les valeurs, c'est ce qui rassemble les pratiques, c'est ce qui rassemble la réflexion des professionnels. Finalement, s'il n'y a pas d'institution, on est alors dans de l'impensé. On entend beaucoup ça en ce moment, la question de l'impensé. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, ça sert à quoi un dispositif ITEP? Ça sert à permettre un parcours singulier pour chaque enfant qui est accompagné. Ça permet de proposer des réponses souples, mixtes, personnalisées, différenciées, singulières. Ça maille différentes modalités d'accompagnement, en milieu ordinaire, en accueil de jour, en accueil de nuit, en accueil familial, à temps complet ou séquentiel ou modulé, et aussi de faire la même chose du côté de la scolarité, qui peut être en milieu ordinaire, en unité d'enseignement, à l'interne, à l'externe, en temps complet, séquentiel, modulé, bref, avec tous ces éléments-là, on a une palette, et dans cette palette, pour le parcours de chaque enfant, on va venir chercher avec sa famille, avec l'enfant, qu'est-ce qui va le mieux répondre à la question de son parcours à chaque instant T, puisqu'on parle aussi de quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et donc, bien évidemment, le parcours d'un enfant, ça change d'une minute à l'autre presque. Il est scolarisé dans le milieu ordinaire, il est en classe, et puis ça ne se passe pas très bien, et on a un appel au DITEP, et venez vite le chercher, il ne va vraiment pas bien. Il y a une grosse crise d'angoisse, et vous pouvez venir, ça serait parfait. C'est le bon moment, et on y va. Voilà. Alors, si je reviens sur les schémas, si on revient au schéma 1, si on regarde, voilà. Donc là, je vous ai mis un bel organigramme bien habituel, comme on les voit bien souvent. Alors, en haut, on a une direction, on a des cadres d'intervention sociale, des chefs de service ou des responsables, enfin, comme vous voulez. Bref, des cadres intermédiaires. Et puis après, on a des équipes. Donc, il y a une équipe domicile, une équipe de jour, une équipe d'internat, une équipe pédagogique, une équipe de soins. Et puis tout ça, ça répond à des enfants. Alors, on a des enfants qui sont un peu marrons, là. On en a d'autres qui sont bleus. Puis d'autres, du coup, il y a un mélange entre le bleu et puis le violet. Et puis pour l'équipe de soins, ils sont de toutes les couleurs parce que finalement, le soin, eux, ils s'occupent de tous les enfants. Voilà, donc là, on était sur une belle organisation en silo qui partait finalement de qui était chef de quoi. Je vais résumer ça comme ça. Si on passe maintenant sur le schéma 2, voilà, on a tout renversé en fait. On a mis quoi en haut? En haut, il y a les enfants.
Alors, les enfants, ils habitent plutôt sur Douarnenez, plutôt à Quimper, ou plutôt à Concarneau, ou plutôt à Carhaix, ou plutôt à Landivisiau, ou plutôt à Morlaix, etc. Et donc, on a finalement fait des unités qui rassemblent des enfants d'un territoire. Et autour de ces enfants, on a mis une équipe qui rassemble à la fois le thérapeutique, l'éducatif et le pédagogique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a psycho pour chaque équipe, qu'on a un enseignant pour chaque équipe et qu'on a des éducateurs. Voilà. Et puis, pour un peu coordonner tout ça, à la fois de coordonner le parcours des enfants et de coordonner les équipes, on a des responsables, des cadres d'intervention sociale, des chefs de service, bref, l'encadrement intermédiaire qui est là. Et puis toujours une équipe de direction aussi pour traiter un petit peu les choses qui seraient plus transversales. Voilà. Ah oui, donc, qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'on a connu que tout ça, ça a permis de resserrer les liens avec les familles, de resserrer les liens avec les établissements scolaires, parce qu'à partir du moment où on est plus en proximité, on crée des liens de proximité, tout simplement. On a aussi, alors là-dedans, on ne le voit pas bien, mais en fait, on a des équipes, les éducateurs, par exemple, ils font plusieurs modalités d'accompagnement. Il y en a qui font de l'internat et puis du jour, d'autres qui font du jour et puis de l'ambulatoire. Tout ça, c'était pour qu'on arrive vraiment à penser le parcours d'un enfant, pas uniquement à partir de son service, mais vraiment à partir de ce qu'il est lui et des besoins de lui et de sa famille, sans qu'il y ait la question oui, mais non, on n'a plus de place, etc., etc. Et puis, je vous ai mis, donc là, on voit bien qu'on est passé d'une organisation en silo à une organisation décloisonnée qui se veut agile, adaptable, évolutive. C'est ce que je vous disais, si un enfant, finalement, à un moment en scolarité, ça devient trop difficile pour lui, il va revenir plus sur l'accompagnement en journée, sur le DITEP. Et puis, dès qu'il le pourra, il retournera dans son école, etc. Voilà, c'est ces allers-retours qu'on souhaite rendre possibles, puisqu'on reste vigilant quand même sur la capacité de ce que chaque enfant est en capacité de supporter. On sait pertinemment qu'il y a des enfants qui ne peuvent supporter d'être sur une durée trop longue à l'école, par exemple. Donc, il s'agit aussi de prendre en compte tout ça. Et puis, j'ai mis en vert la direction parce qu'elle est écologique. Non, c'est une blague parce qu'on a vraiment des progrès à faire sur ce point-là. Voilà. Je voulais rebondir simplement un instant sur le propos de Catherine Rousseau. En fait, on est vraiment sur un renversement de logique, c'est-à-dire qu'on se centre sur le parcours, en fait, vraiment. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Alors, c'est vrai qu'on parle toujours de société inclusive. Après, on ne va pas renvoyer à la sémantique et à l'inclusion. Je ne vais pas faire la référence latine et vous dire ce qu'il en est d'inclusio, quoi, mais c'est bien une alliance finalement entre diversité d'accompagnement pour mieux répondre aux besoins, dans une logique territoriale. Voilà, Catherine Rousseau a décrit les différents territoires. Pour ceux qui voient ce qu'est le Finistère, aller de Landivisiau à Carhaix, à Douarnenez, à Concarneau, on est vraiment sur un maillage très large. Et donc finalement, cette alliance parcours, diversité d'accompagnement, territoire, et les équipes se mobilisent différemment. Et c'est en ça que le management, ou en tout cas l'encadrement, évolue considérablement dans sa pratique, puisque tout le monde n'est plus sur un même site, mais on s'adapte au lieu de vie de l'enfant. Et c'est aussi pour ça que ces deux schémas sont importants, parce que ça renverse une certaine logique. Mais on y reviendra tout à l'heure. C'est aussi la question du sens de l'intervention et de la communication et de la durée de travail. Catherine Rousseau y reviendra tout à l'heure sur quand même on parlait de temps tout à l'heure. Je crois que c'était soit la représentante du CREAI, soit la représentante de l'ARACT, je ne sais plus qui l'a dit, mais il y avait la notion de temps, et je pense que HSTV l'a dit aussi, la notion de temps pour mettre finalement ces évolutions à l'œuvre. On y reviendra tout à l'heure.
Merci pour la synthèse à l'instant et la transition que vous faites, Monsieur Treger, pour aller vers la deuxième question, en espérant que vous m'entendez bien, parce que j'ai un petit message sur une connexion instable. Deuxième question, effectivement, en poursuite et en continuité des premiers éléments que vous nous avez apportés. Des évolutions stratégiques, des changements d'organisation, un management ou des acteurs d'encadrement qui sont effectivement également en évolution en termes d'activité. Alors du coup, dans ce contexte, comment ça se traduit pour les encadrants, les coordonnateurs? Quelle mobilisation, quelle activité au quotidien et vous portez et contribuez ces évolutions? On laisse la parole de nouveau sur la Fondation Massé-Trévidy pour la poursuite de vos propos et le partage de votre expérience. Je voulais juste dire un mot avant de laisser la parole à Catherine Rousseau. Je vous ai envoyé une enquête, parce que tout à l'heure, il y avait beaucoup dans le fil info, en tout cas le fil de discussion, de questionnements autour de l'évolution en fait, du profil des professionnels que nous recrutons. Donc, je vous ai envoyé un travail qui a été coporté dans le Finistère. Vous verrez tous les intervenants, tant publics que privés, tant, on va dire, acteurs associatifs ou fondations, que finalement autorités de contrôle et de tarification. Donc, normalement, vous devez pouvoir le télécharger directement dans le fil de discussion. Donc voilà, je voulais juste faire cette intervention parce que je pense que c'est intéressant et ça répond à une partie aussi des questions qui ont été posées dans le fil de discussion et qui nous étaient adressées. Donc voilà. Et juste pour répondre à une question qui est posée également dans le fil de discussion, voilà, j'essaie d'être interactif. Catherine Rousseau va évoquer l'EMR sur la dernière partie, en fait, la troisième partie, puisque la dernière question qui a été posée, c'était sur l'EMR et ça sera évoqué comme une ressource, en fait. Voilà. C'est ça. Merci. Alors, une précision pour les participantes, effectivement, et les participants, vous pouvez toujours poser des questions et nos témoins ont accès en direct à ces questions. Donc, n'hésitez pas à y répondre au fil, effectivement, de vos présentations. Et puis, voilà, on pourra en reposer quelques-unes selon le temps disponible que nous repérerions. Et quant à l'enquête que vous proposez, monsieur, en tout cas les résultats, on les mettra aussi en lien dans le support de présentation qui vous sera adressé à la suite de ce webinaire. À vous, Madame Rousseau. Merci. Alors, ça va être un petit peu compliqué finalement de prendre la suite parce que si on regarde l'enquête, on voit que finalement, c'est assez bizarre parce que moi, je suis pas tellement d'accord. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai défendu l'idée de l'institution. On a un peu l'idée que les salariés sont plutôt du côté, eh bien, on veut améliorer nos conditions de vie, bien liées, vie personnelle et vie professionnelle. On veut gagner plus, on veut travailler près de chez soi. Enfin, il y a beaucoup ça dans le retour des enquêtes. Et finalement, moi, je crois que j'ai toujours envie, et je crois que les professionnels le montrent finalement, que la question du sens, elle est bien présente aussi malgré tout. Parce que un changement de culture et de pratique professionnelle, quand il faut l'initier, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on reste sur le cœur de métier, qu'on reste sur la question de l'accompagnement et on a fait ça tout au long du chemin qu'on a construit avec les professionnels. C'était partir de parcours d'enfants, partir des besoins des enfants, partir des besoins des familles, faire remonter des équipes elles-mêmes, des exemples de parcours qui nécessiteraient d'autres formes d'accompagnement. Les professionnels eux-mêmes, finalement, ils deviennent porteurs du changement puisqu'ils repèrent que c'est eux qui repèrent chez les enfants qu'on accompagne des besoins auxquels on n'a pas bien répondu, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et bien sûr, pour arriver à accompagner le changement, il n'y a pas de secret, hein. Il faut du temps d'échange, il faut du temps de réunion, il faut du temps de co-construction. Après, bien sûr, quand on peut le faire, et il faut le faire, c'est prendre en compte les souhaits des professionnels.
Alors, il faut se saisir de tout ce qu'on peut avoir, hein. La première chose, c'est les entretiens professionnels. Je trouve que c'est un bon moment où on peut, c'est un moment qui est un peu privilégié, où on prend du temps avec un salarié de regarder un petit peu quelles sont ses attentes, quels sont ses souhaits, qu'est-ce qui va bien dans le présent et qu'est-ce qu'il souhaiterait pour le futur. Et est-ce qu'il s'imagine travailler en ambulatoire? Est-ce qu'il s'imagine… Enfin voilà, on s'est saisi un petit peu de ces entretiens-là pour finalement essayer de saisir les attentes des salariés. On a fait des fiches de vœux aussi à un moment pour savoir où est-ce que les salariés souhaiteriez travailler. Puisqu'on changeait, hein, on partait de sites uniques. Et puis là, comme l'a expliqué M. Tréguer, eh bien, on ouvrait des antennes à droite à gauche. Donc, les gens, il fallait qu'ils indiquent quels étaient leurs souhaits d'aller sur telle antenne ou de continuer à travailler sur les sites principaux. Pour faire ça, on a aussi pris en compte les lieux d'habitation, évidemment, parce que quand on propose à un salarié d'aller travailler plus près de chez lui, c'est aussi quelque chose qui facilite les choses, c'est sûr. Et donc, prendre en compte les compétences, parce que il y a aussi besoin de compétences particulières, parce que j'entendais parler d'autodétermination. L'autodétermination de l'usager, elle passe aussi par le fait que le salarié soit en capacité, finalement, d'être en responsabilité, de prendre des initiatives. Et donc, c'est clair que sur les antennes, aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas un chef qui est là tout le temps, pour le dire tout simplement. C'est-à-dire que vous avez vu, les cadres d'intervention sociale sont partagés sur 2 équipes. Ça veut dire qu'ils naviguent d'une antenne au site principal, etc. Et donc, il y a des moments où c'est uniquement l'équipe qui est sur le site, qui doit prendre en compte ce qui se passe sur l'antenne. Voilà. Alors, quand on parlait du temps, et puis du temps qu'il faut, moi, je vais dire qu'on l'a pris. C'est vrai qu'on l'a pris assez largement, hein. Ça ne s'est pas fait par un coup de baguette magique. On a commencé en 2014. On a commencé en 2014 pour écrire un projet de dispositif ITEP. Alors, il y avait une expérimentation qui avait été menée en France sur la question des dispositifs. Et là, on a commencé par réfléchir avec les équipes autour d'un projet. Voilà, ça, c'est la première chose qu'on a fait. Et pour vous dire que le chemin, il ne se fait pas d'un coup d'un seul, c'est que la dernière antenne va s'ouvrir en septembre prochain à Douarnenez. Et on n'est qu'en 2022 finalement, hein. Donc, on n'a mis que 8 ans. Alors, bon, on a fait plein de choses en 8 ans, hein. Bien sûr, on a continué. Et voilà, c'est pour vous dire, alors l'antenne de Carré, par exemple, elle est ouverte depuis 4 ans déjà. Donc voilà. Donc après, c'est vrai qu'à Douarnenez, il y avait un petit problème, on va dire, de trouver tout simplement un local qui puisse nous convenir. Donc il a fallu passer par des petits à côté. Construire un chemin et une pensée institutionnelle, c'est un construit. Donc il faut aussi s'enlever l'idée qu'on va… Alors je vous ai fait un beau schéma tout à l'heure là avec les enfants en haut, après les équipes, après les cadres d'intervention sociale, mais je ne saurais que trop vous recommander de surtout pas faire ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un construit, donc il faut petit à petit avancer avec les salariés, petit à petit construire ce qui apparaît être le mieux possible pour accompagner les usagers. Voilà, donc on avance petit à petit. Des fois, il faut même revenir en arrière. Je sais qu'à un moment, on avait discuté autour de l'accueil de nuit, puis on s'était dit, non, il ne faut pas qu'il y ait des accueils, des salariés qui ne travaillent que sur l'accueil de nuit. Et puis finalement, les équipes de nuit sur les internats sont en train de me dire, oui, mais on n'a plus vraiment de projet, on n'arrive plus vraiment à se voir entre nous, etc. Bref, on ne fait plus équipe. Et donc là, on s'est dit, là, il y a un problème du coup. Donc, il faut peut-être qu'on revoie ça, qu'on revienne un peu en arrière. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer des choses et à revenir. Alors après, c'est vrai qu'on a aussi un petit peu saisi l'opportunité d'une négociation CEPOM pour renforcer le premier niveau d'encadrement,
Quand même, ce qui est important, c'est que tout le premier niveau d'encadrement, donc les cadres d'intervention sociale, l'encadrement intermédiaire, aujourd'hui, ils sont clairement définis sur la coordination des parcours des enfants. Et ça, c'est important aussi, que finalement, ça soit bien repéré par les familles et par les enfants. Après, faire dispositif, c'est pas simple non plus, parce que on doit adapter en continu nos moyens face aux besoins repérés. Et donc, ça, c'est une grosse difficulté pour nous aujourd'hui. Alors moi, bien sûr, en tant que directrice, je dis, oh là là, mais on n'arrive pas aux objectifs de notre CEPOM, parce que, voilà, l'ARS, elle n'a pas encore tout à fait bien saisi l'enjeu d'un dispositif, ou peut-être, je ne sais pas, peut-être que c'est aussi, ils ont besoin aussi quelque part de se raccrocher, je vais dire, à des choses dont ils ont l'habitude. Donc, combien on réalise de nombre de nuits, combien on réalise de nombre de journées, combien on réalise de séances en ambulatoire, combien on réalise de choses avec le centre d'accueil familial spécialisé. Et puis, aujourd'hui, on ne fonctionne plus trop comme ça, nous. Donc, c'est un petit peu compliqué à remplir ces critères-là, puisque sur une même journée, l'enfant, il peut être accueilli de nuit, passer un moment sur le jour au DITEP et l'après-midi être en scolarité inclusive avec éventuellement l'accompagnement d'un éducateur sur l'ambulatoire. Donc, voilà. Donc, après, on a des outils qui doivent aussi s'adapter à nos modes de fonctionnement. Et ça, ce n'est pas encore tout à fait réalisé. On a la même question par rapport à l'éducation nationale, où là aussi, c'est aussi un peu compliqué de faire école inclusive, parce qu'eux aussi, ils sont confrontés aux moyens qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Voilà, je ne sais pas si j'ai à peu près répondu aux attendus. Vous apportez plein d'éléments d'expérience au territoire et vos activités. Merci. Il y a un petit peu d'écho. Alors, du coup, je reprends la même question pour Hospitalité Saint-Thomas-Villeneuve sur la mobilisation des encadrants au quotidien et pour porter les projets d'HSCV. Et vous nous avez préparé un slide où je vous pose une question, mais vous nous en posez une aussi. Voilà. Alors. Voilà. En fait, on va développer ce point-là en 3 parties. Enfin, le cadre est-il un expert? La place du cadre dans l'organisation et la réflexion globale autour de la posture du cadre. Voilà, je laisse Isabelle commencer. Alors, moi, je vais un peu rebondir aussi sur ce qu'a dit Madame Rousseau. Le cadre, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément un expert. Le cadre, il est là pour accompagner son équipe, il doit être agile, il doit être souple. Et moi, ce que j'observe, c'est que laisser le temps au temps est très important en ces périodes tourmentées. C'est vrai qu'on a passé 2 ans très, très compliqués. Et donc, les équipes d'encadrement ont besoin aussi de souffler, de faire autre chose que de la gestion de planning qui leur prend énormément de temps parce qu'il y a beaucoup d'absentéisme et il y a des problèmes de recrutement. Donc, tant que le cadre fait ça, l'encadrement fait ça, il n'est pas encadrant de proximité comme il devrait l'être. Il est dans son bureau à faire de la gestion de planning. Et ça, sur le terrain, moi, c'est ce que j'observe. Les équipes sont en demande et en attente de proximité de leur cadre, sont en demande et en attente de reprise de projet, d'accompagnement de projet. Et c'est vraiment, je pense que ça, c'est un élément de terrain très important. La gestion de planning, elle est très chronophage pour le cadre et actuellement, pour moi, c'est pas l'urgence. Moi, donc, je suis référente de trois encadrants de service et on sent un réel besoin des équipes. Et encore une fois, l'expérience montre que mener un projet auprès de résidents, recentrer les résidents, les usagers, redonner du sens aux pratiques et les mettre au centre d'un projet, ça redonne du sens aux pratiques,
aux soignants, ça leur donne envie de continuer, de poursuivre, de s'impliquer, de donner des idées. Et nous, on l'observe sur un projet bien particulier où au départ, on nous avait donné un petit peu une commande d'effectuer quelque chose. Et c'est vrai qu'on s'est, les encadrants et moi-même, nous nous sommes positionnés en disant qu'on avait besoin de plus de temps, qu'on avait besoin que les équipes s'approprient ce projet. Et au départ, on a eu des équipes un peu réticentes. Et puis, on a laissé le temps, on a fait des groupes de travail et on s'est vite aperçu que, en fait, en partant du résident et en construisant tout ce projet autour du résident et que l'équipe devienne experte et non pas le cadre et non pas le coordinateur des soins, l'équipe est devenue experte de ce projet et l'a porté, continue de le porter et le cadre et l'encadrant est vraiment un animateur et un coordonnateur de projet. Et je pense qu'en termes de management, puisqu'on parle de management et de qu'est-ce qui a pu changer ou qu'est-ce qui doit changer ou qu'est-ce qui fait écho et ressources, c'est vraiment redonner aussi du sens aux pratiques de l'encadrant dans la gestion de projet, dans l'accompagnement des équipes. Puisqu'en fait, il y a une attente de la part des équipes et je pense qu'il y a un besoin aussi des encadrants et des cadres de santé, des IDEC de se remettre dans la gestion de projet, dans une dynamique de projet en tous les cas. Je pense que ça peut être un levier actuellement pour que tout le monde aille mieux. Alors, pour rebondir sur ce que dit Isabelle, effectivement, le cadre a une fonction RH essentielle, pas forcément autour du planning, même si on sait qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est l'activité qui embolise et les plannings et les cadres et les services RH. Néanmoins, le cadre, il anime son équipe et il adapte aussi l'organisation de son équipe aux nouvelles formes de travail. On est centré sur le soin, mais vous voyez, les équipes administratives, le cadre, il doit savoir aussi gérer, animer son équipe dans le cadre du télétravail, par exemple. Une fonction qui paraît vraiment très, très importante, c'est celle de l'accueil des nouveaux professionnels, pour faire sentir aux professionnels qui arrivent qu'il ou elle est bien la personne qu'on attend en termes de personnalité d'une part et de compétences d'autre part. Il est forcément à l'origine du développement de son équipe, mais aussi du développement de l'individu et de sa prise en compte. C'est bien individualiser le rapport avec les professionnels qui est important. À Bagué-Morvan, alors c'est vrai qu'on est dans une petite structure, mais quand la coordinatrice des soins est arrivée, elle a non seulement fait le tour des services, mais elle a reçu chaque professionnel soignant en entretien. Et puis, à l'hospitalité, on a aussi créé un parcours aide-soignant avec une palette de formations auxquelles les professionnels peuvent participer et pour développer leurs compétences et puis aussi pour développer une mobilité territoriale entre les établissements. Si on passe d'un service de médecine, chirurgie à un service d'EHPAD, eh bien, effectivement, il faut aider le professionnel en adaptant ses compétences d'un service à l'autre. Alors, on en reparlera, mais le cadre a aussi une fonction importante aussi au sein des équipes, c'est de régulation. On parle, il y a des écrits sur le manager médiateur. Isabelle et moi, on en est convaincus parce qu'on est toutes les deux titulaires d'un DU de médiation. Donc, on pense que cette fonction-là est très, très importante. Et puis, le cadre, il intervient aussi dans la préservation de la santé des professionnels qui sont dans son équipe. Il est important que la structure, quand elle fait rentrer un nouveau professionnel, passe un contrat moral, entre guillemets, entre le professionnel et la structure, comme quoi tous les moyens sont mis en œuvre pour préserver la santé du professionnel tout au long de son parcours dans la structure. Voilà. Et puis, évidemment, on en a parlé déjà, le cadre, il ne travaille pas en silo, et ça, on rejoint les propos de Mme Rousseau. Il travaille d'abord au niveau de son établissement avec les autres services fonctionnels pour apporter un service global aux résidents ou aux patients. Et il travaille aussi sur le territoire. Et puis, dans le projet global d'autonomisation des équipes, il est la fonction qui les fait participer, qui amène les équipes à réfléchir sur le service apporté à l'usager. Et là, on se retrouve et on a bien le sens apporté au travail et permet aussi, suite à ces réflexions, à ce que les professionnels réfléchissent aussi à l'organisation de leur travail au niveau de leurs équipes et de leurs contraintes. Et là,
Juste quelques exemples sur l'autonomie. Il y a un groupe de travail qui est créé au niveau centralisé, au niveau de HSTV, qui est composé de directeurs, de coordonnateurs des soins et de RH, pour justement insuffler ce projet d'autonomie au sein des établissements. Mais on connaît bien les limites de nos propres compétences et on va se faire, le groupe de travail se fait accompagner par un cabinet extérieur pour justement développer ces expérimentations d'une part, mais aussi accompagner à la formation des cadres dans cette évolution. Quelques exemples. Alors, les établissements de HSTV de l'hospitalité ont déterminé des exemples et des expérimentations d'autonomie. Quelques éléments. À Baguet-Morvan, depuis septembre, l'établissement se fait accompagner pour travailler à une nouvelle réflexion sur la prise en charge des personnes âgées et ensuite sur l'organisation du travail. À Lambesque, en PACA, une équipe de 4 infirmiers gère elle-même son planning et son organisation avec les règles qui ont été fixées et données au préalable. Et à l'Hôpital Clinique Saint-Laurent, dans les petites équipes, en fait, ces équipes-là sont intégrées au processus de recrutement. C'est-à-dire que ces équipes font les entretiens, font un entretien avec les candidats et participent donc au choix des nouveaux professionnels. Voilà les éléments que je voulais partager, qu'on voulait toutes les deux partager avec vous, justement sur la mobilisation du management dans ce contexte de changement. Merci. Merci à vous. Avec vos illustrations d'expérience se font écho entre Fondation Massé et HSTV en termes d'autonomie et d'attention, bien sûr, à la qualité de l'accompagnement ou de la prise en soin et à la qualité aussi, attention sur la qualité de vie et des conditions de travail, la prévention des risques que vous évoquiez. Il y a une question, peut-être. Il y a plusieurs questions. Oui, il y a plusieurs questions. Oui. Une que alors peut-être, je vais la poser à monsieur Tréguer et puis Madame Tressa, effectivement, si vous voulez compléter pour côté HSTV, sur les synergies possibles avec, là, sur l'évolution de vos organisations, les actions, les expérimentations en matière d'autonomie, de principe de subsidiarité que vous avez peut-être un peu évoqué pour la Fondation Massé Trévidy. Donc, quelle synergie possible avec le déploiement d'une démarche qualité de vie et conditions de travail dans ce contexte d'évolution? La première réponse est assez facile parce qu'on avait sollicité la RACT dans le cadre de nos démarches QVT. Dans trêve de plaisanterie, mais c'est vrai qu'on a une forte diversité. Donc, nous, on a fait le choix d'orienter la QVT autour du parcours du salarié. C'est-à-dire que c'est accueil du salarié, parcours professionnel, égalité professionnelle, les repères dans le cadre du travail, fin de carrière, bien entendu, et puis Catherine Rousseau, en l'occurrence, copiloté, puisqu'il y avait un représentant de salariés également présent dans le dialogue social en copilotage de chacun des groupes que je viens de citer. Donc, copiloter le groupe de travail autour de l'éthique et du sens. Donc, compte tenu de la diversité, nous, on n'a pas une approche centralisée, c'est-à-dire qu'on a une approche en subsidiarité. Et donc, le parcours du salarié, finalement, au sein de la Fondation, ça a du sens, et ça a du sens pour tout le monde. Ensuite, on est en cours de négociation de l'accord et une des initiatives qu'il faudra que l'on ait, c'est de former les acteurs de terrain aux outils de la qualité de vie au travail, mais en partant bien du principe de terrain. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, et sur la présence de l'encadrement aussi sur le terrain. Et c'est forcément apporter des actions concrètes, finalement, avec tous les outils de la QVT. Je pense au reportage photo, par exemple. C'est un bon outil. Donc, j'ai envie de dire qu'on est sur 2 temps différents, le parcours du salarié en tant que tel, en tant que salarié de la Fondation, puis après les actions un peu plus concrètes autour de la QVT. Moi, je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, parce que c'est vrai que Catherine Rousseau avait raison d'évoquer la question du sens. Il y a aussi la question de l'expertise des professionnels, c'est la HSTV qui l'a évoqué. Et c'est aussi la possibilité d'être dans une évolution avec les moyens qui sont afférents. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure autour de l'insertion, tout le champ de l'insertion est dans une logique d'aller vers. Voilà, donc on change le projet, on se déplace et on va au service
mais parfois au domicile des personnes en difficulté d'insertion sociale. On a plusieurs dispositifs, je ne peux pas les détailler ici, ce serait trop long. En protection de l'enfance, on a cette diversification que j'évoquais notamment, où on se déplace aussi vers les appartements des jeunes que l'on accompagne vers l'autonomie. Et donc le médico-social qui vous a été présenté tout à l'heure. On a de la prévention spécialisée aussi. Je ne pense pas que tout le monde connaisse la prévention spécialisée. Il y a une trop forte hétérogénéité au travers des participants. Après, ce qu'on appelle de nos voeux, je pense que c'est la loi Grand Âge Autonomie aussi qui permet de fluidifier, ou en tout cas de proposer des parcours différents aux personnes âgées. HSTV l'a quelque peu évoqué. Et c'est vrai que tous les secteurs d'intervention du champ social, médico-social, ne sont pas à ce titre-là sur un pied d'égalité à raison des moyens que la société a fait le choix de leur confier. Je pense aux EHPAD notamment, puisque aujourd'hui, sur tous les secteurs sur lesquels on intervient, c'est là que se situe la zone de tension. Et c'est vrai qu'on attend un signe au travers d'une loi Grand Âge Autonomie, parce qu'on parlera de qualité au travail, on a différentes initiatives, elles ont pu être citées, elles se recoupent avec HSTV aussi, mais il nous faudra des moyens complémentaires pour construire des parcours pour les habitants sur les territoires. Et je pense que c'est aussi, là je dresse une perspective, pas forcément quelque chose qui est réalisé, mais c'est aussi ça qu'on attend en fait sur le champ des personnes âgées. Voilà. J'ai fait le panel entier de tous les secteurs d'intervention de la Fondation. C'est le choix sociétal finalement. Voilà. Est-ce que, Tressa, que vous vouliez compléter peut-être sur cette question? Je pense que M. Tréguer a bien donné tous les éléments de l'accord QVT que nous avons aussi. Nous avons renforcé assez fort sur le volet santé au travail. On a mis en place un référent santé au travail dans chaque établissement. Voilà, je ne détaillerai pas parce qu'on n'a pas le temps, mais qui est vraiment le relais entre les personnes en arrêt de travail ou en situation de handicap et le lien. Et justement, on parle toujours de lien, mais le lien avec la structure. Voilà. Après, M. Tréguer, vous parlez de centralisation des décisions, mais le fonctionnement de l'hospitalité est justement complexe parce que chaque établissement a une autonomie avec son propre CODIR, etc. Et par contre, au niveau du siège, on a des fonctions plus transversales de soutien, d'appui, de conduite de projet et d'harmonisation aussi, parce que la structure n'a que 10 ans, donc voilà. Donc, c'est aussi un enjeu du management d'avoir un rôle défini à un niveau plus central et comment on le décline dans les établissements en fonction des différentes activités de surcroît. Pardon. Voilà. Après, je ne sais pas si on prend les autres questions. Merci beaucoup. On ne va pas pouvoir répondre à l'ensemble des questions, même si je remercie aussi M. Tréguer de répondre aussi aux questions qui ont pu être posées sur notamment des éléments concernant la Fondation. Peut-être pour une troisième question, on voit bien qu'effectivement, là, on a un parallèle finalement entre ce que traversent les politiques publiques, la notion de parcours, à la fois pour les personnes concernées, mais aussi pour les professionnels, la notion d'autodétermination, tout l'enjeu aussi de bien-traitance et de prévention de la maltraitance, avec là aussi un renforcement des textes qui viennent porter cette dimension de sens aussi et d'éthique que doivent se poser les structures. Et voilà, dans tout ce contexte, finalement, qu'est-ce qui aujourd'hui fait ressource pour le management selon vous? Voilà, et je m'adresse à la Fondation Massé-Trévidy. Ah pardon, à l'hospitalité, Saint-Thomas-de-Villeneuve, pardon. Et du coup, après ça, vous pourrez compléter sur les illustrations peut-être ou les réponses que vous vouliez ou souhaitiez apporter. Oui, je ne vais pas prendre du temps non plus. Oui. Vous voulez commencer, ça En fait, c'est vrai qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Enfin, ça nous paraît important quand on recrute un nouveau professionnel d'aller à sa rencontre. C'est un peu aussi la valeur d'HSTV, d'aller à la rencontre du professionnel. Ça nous paraît important de prendre le temps. Alors moi, j'insiste sur le prendre le temps qui est toujours important. Trop souvent, on voit des professionnels partir au bout d'une semaine, 15 jours, où on ne comprend pas ce qui s'est passé, on ne l'a pas vu, on l'a à peine croisé, qu'il est déjà reparti. Et là, il y a vraiment, à mon avis, un gros travail à faire sur la rencontre avec le nouveau professionnel.
Je pense que l'accueil est primordial. Si le professionnel a envie d'échanger sur ses contraintes familiales, personnelles, c'est primordial aussi de le prendre en compte. Enfin, c'est vraiment aller à la rencontre du professionnel qui est d'accord pour ça. Individualiser les recrutements, individualiser l'accompagnement des professionnels dans les équipes, pour moi, c'est la clé aussi de la fidélisation. Et comme disait Madame Tressac tout à l'heure, faire sentir au professionnel que c'est lui dont on a besoin, que c'est ses compétences, que c'est sa manière d'être, que c'est sa manière de prendre soin qui est vraiment importante. Voilà. Après, effectivement, ce qu'on souhaite aussi, c'est développer la posture comme quoi le cadre est à disposition. Et ça, on a un exemple sur le groupe RH, l'hospitalité à 15 établissements, 8 responsables RH qui sont dans les établissements, un responsable paye, donc, et puis une ou deux autres personnes. Donc, il y a un groupe RH de 10 personnes. Et en fait, on a institué un mode de fonctionnement qui prend du temps. C'est-à-dire qu'on a une réunion mensuelle de tous les responsables RH avec le volet actualité sociale, un volet échange de pratiques, un volet résolution de problèmes, un volet suivi des projets. Et on a rajouté depuis peu de temps, parce qu'on a vraiment beaucoup de sujets à aborder, des mardis RH. Tous les mardis, entre 17 et 18 heures, on balaye tous les sujets en cours et puis on trouve des réponses adaptées. Et puis, on a des moments de convivialité aussi. On a organisé un séminaire de 3 jours à Aix au mois d'avril, où on a travaillé sur l'autonomie notamment. Voilà, donc, mais tout ça, ça prend du temps, mais on construit quelque chose et on donne du sens à ce qu'on fait. Donc, juste, moi, pour compléter un petit peu, c'est que du coup, nous, moi, avec les encadrants de service et les cadres de santé, toutes les semaines, on se prend 2 ou 3 heures tous les jeudis, avec ou sans ordre du jour. Alors, il y a souvent quand même des ordres du jour sur des questions dans les services avec les équipes, des questions RH, etc. Mais il y a aussi des moments où il n'y a pas d'ordre du jour, où chacun vient un petit peu déposer ce qu'il a sur les épaules. Et ça ne fait pas forcément l'objet d'un compte-rendu, parce que je pense aussi que il y a des choses qui doivent rester au sein de l'équipe d'encadrement. Il y a des choses que les collaborateurs ont besoin de déposer, mais qui ne sont pas forcément à relayer. Et c'est des moments ou de convivialité, en effet, ou des moments où on parle du travail, mais pas que. Il y a aussi des moments où on parle de ses difficultés personnelles, familiales aussi, parce que les encadrants peuvent avoir aussi besoin d'un temps pour échanger avec le N+1 là-dessus. Voilà, pour poursuivre, alors, la question, parce qu'on aime bien poser des questions en fait, c'est comment l'institution aide le cadre à évoluer avec les projets en cours. Donc, il y a d'abord le rôle de la direction, un point d'intention à notre sens sur le recrutement des cadres, et il nous paraît indispensable de favoriser des espaces pour échanger notamment sur les désaccords. Alors, le rôle de la direction, en fait, on est dans le principe de subsidiarité, et qu'il faut que la délégation des tâches soit déterminée, mais aussi que la confiance liée à l'autonomie soit réelle. Et alors, le point d'attention sur le recrutement des cadres. En fait, il faut qu'à un moment, on arrive à se dire au niveau de l'hospitalité, mais des établissements également, ce que l'on recherche dans le recrutement des cadres. Parce qu'il faut aller au-delà du volet technique. Le volet technique, on l'a. Nos cadres dans notre secteur d'activité, ce sont des anciens infirmiers qui ont évolué. Donc, le volet technique ne pose pas de difficulté. Après, il faut qu'on arrive à déterminer quelles sont les capacités qu'on attend des cadres, leurs aptitudes à. Et il faut et aussi prévoir une adaptation par des formations internes, voire, pourquoi pas, construire le propre parcours de formation des cadres au niveau de l'hospitalité. Voilà, on est sur de la réflexion. Et je voudrais donc là vraiment souligner l'importance du développement du centre de formation au niveau de l'hospitalité pour accompagner tous les éléments qu'on veut faire évoluer et pour accompagner aussi les cadres dans cette nouvelle organisation autour de l'autonomie. Donc, je pense que dans le projet stratégique, la place du centre de formation est déterminante. Alors, on parle de qui on veut recruter. Il y a aussi la question du processus de recrutement.
Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à un mode de recrutement qui soit pas conventionnel comme on le connaît aujourd'hui? Parce que l'objectif, c'est quand même de s'assurer que dans les situations de travail, on ait les cadres qu'on attend par rapport à nos projets et par rapport à la prise en charge des résidents. Voilà, et ce qui est important aussi, c'est de connaître un petit peu ce qu'a fait le collaborateur avant, vers où il veut aller. Et il nous faut un outil fiable de gestion des carrières, quoi. Ça, pour moi, c'est essentiel. De la même manière que quand on rencontre nos cadres pour l'entretien annuel, c'est important vraiment d'avoir une visibilité sur ce qui a pu se dire lors des entretiens précédents, vers où la personne va, est-ce qu'elle est toujours sur la même trajectoire, est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées qu'elle veut, corriger, réactualiser. En tous les cas, la connaissance du parcours de nos collaborateurs, pour moi, est essentielle et ça participe à donner une dynamique à sa carrière, en fait. Et c'est un outil de gestion fiable des carrières nous paraît vraiment important. Donc, tant au niveau des encadrants qu'au niveau des équipes, c'est pareil pour les encadrants de service. Et puis, on voudrait juste conclure... Pardon ? On voudrait juste conclure ce sujet, sur cette dernière question, sur le fait qu'il faut favoriser des espaces pour échanger sur les désaccords. Oui. Et là, c'est notre volet médiateur qui ressort. Voilà. La médiation, en fait, c'est ne pas apporter les solutions, c'est faire en sorte de créer un climat pour que les personnes du terrain apportent les solutions. Ça, c'est une posture de médiateur. Et que, voilà, alors moi, je suis convaincue du management participatif depuis 20 ans que j'exerce des métiers d'encadrement. Et je me dis que tout ce qui est très descendant, tout ce qui est très... alors, il faut du descendant, mais je trouve que ça ne marche pas forcément très bien en ce moment. Et que plus on va demander la participation, l'expertise des équipes, l'avis des équipes, pour moi, mieux ça va fonctionner. Pour moi, c'est le management de demain, en fait. Voilà. Une belle conclusion, non? Je crois qu'on a perdu... Oui, on a perdu nos animatrices. Eh bien, c'est pas grave, je vais enchaîner. Donc, comme je connais la question... Nous allons faire preuve d'autonomie. Voilà, c'est ça, je vais faire preuve d'autonomie. Bon, normalement, j'y suis apte, donc il n'y a pas de problème. En attendant donc le retour, je vais simplement faire un propos introductif pour laisser Catherine Rousseau, encore une fois, par rapport au parti pris qu'on a indiqué, que j'ai indiqué au début. C'est vrai que je rebondis sur ce qu'HSTV indique, la question des espaces ressources, ou en tout cas d'échange. Notre séminaire va intervenir au mois de septembre. On est en pleine révision du projet de la Fondation avec une méthodologie. Alors, il devait être revu en 2020, mais on comprend pourquoi il n'a pas pu être revu. Il sera revu en 2022. On a lancé un questionnaire assez vaste auprès des salariés et des usagers, donc avec toute la diversité, encore une fois, que j'évoquais tout à l'heure, et des tables rondes par territoire en fait, qui vont se tenir et qui serviront à consolider les initiatives de demain en fait, dans une logique participative en fait, tout simplement. Ça renvoie aussi à ce qui était indiqué tout à l'heure. Voilà, ces espaces de discussion qui sont importants. Alors, ils peuvent vivre à l'échelle des cadres, mais là, il s'agit bien d'évoquer la question des cadres. Ça doit vivre aussi au niveau des équipes, et Catherine Rousseau le détaillera pour le médico-social enfance. Et puis également la consolidation des parcours, qui est un enjeu avec des outils aussi, et notamment un système d'information des ressources humaines, pour que les parcours puissent se construire, parce qu'on rate parfois des occasions dans les propositions, et je pense que c'était un peu le sens de ce que vous disiez, mesdames, tout à l'heure. Ça, c'est un outil important. Et pour conclure, et Madame Tressac ne me contredira pas, ça fait 5 ans qu'on n'a pas de DRH à la Fondation. Alors, il est possible de faire sans DRH. Mais compte tenu des enjeux actuels, effectivement, le poste va être recréé, non pas pour, effectivement, ce que vous disiez, non pas être dans une logique descendante, mais bien en support de nos 9 directions que j'évoquais tout à l'heure, et pour apporter, tout simplement, d'un point de vue technique, pour animer aussi, pour proposer tout simplement des espaces de discussion, de réflexion thématiques. Donc voilà, et un dernier point sur la question du partenariat, tout simplement pour faire une ouverture à ce que Catherine Rousseau va dire ensuite, parce que je pense que c'est un des aspects fondamentaux de la Fondation Massé Trévidy, que
d'insister sur cette dimension de partenariat et d'associer à chacun de ces projets les partenaires autant que de possible. Voilà. Donc on continue, quoi. Alors, c'était la question 3. Qu'est-ce qui fait ressources dans l'activité de management aujourd'hui? Donc, je crois qu'effectivement, on a eu déjà de nombreuses réponses. Et moi, c'est encore une fois, je vais encore repartir finalement du cœur de notre projet, puisque je pense que ce qui fait ressource pour tout le monde, dans un premier temps, c'est la réflexion autour du parcours des enfants. Et donc, ça, c'est toutes les semaines. Il y a des réunions cliniques toutes les semaines dans chacun des dispositifs pour réfléchir justement. Alors, j'ai bien aimé aussi votre question par rapport à la médiation, parce que c'est tout à fait ça. On accompagne les enfants finalement à ce qu'ils trouvent leur solution d'être au monde. Comment ils vont faire pour aller à l'école? Comment ils vont faire pour qu'avec leurs petits collègues, ça se passe mieux? Voilà. Et nous, on vient soutenir tout ça. Et donc tout ça, il faut bien sûr que tous les professionnels soient hyper attentifs dans leurs observations, de façon à trouver un petit peu, alors moi j'appelle ça les petites poignées, parce qu'on accompagne des enfants qui sont en difficulté psychologique. Donc ça veut dire que certains, ils sont dans une angoisse totale et qu'il faut petit à petit les ramener à la vie. Et qu'est-ce qui peut les ramener à la vie finalement? Eh ben, c'est toutes les petites choses qu'on peut voir qui les intéressent. Et donc c'est après aux professionnels de trouver les supports qui permettent justement que ces enfants-là retrouvent du goût à la vie, puissent s'accrocher à des activités qui les intéressent, etc., etc. Donc ça, c'est toutes les semaines. Et ça vient, en plus de venir se préoccuper de très près au parcours des enfants, ça vient aussi positionner chaque professionnel en tant que chercheur. Parce que chaque professionnel est appelé à ramener ses observations et amené à dire qu'est-ce qu'il a pu percevoir. Et donc, directement, chacun, pour moi, est chercheur dès le départ. Voilà. Alors après, en plus de leur vision sur les enfants, de leur recherche en continu et leur adaptation en continu aussi aux enfants, ils sont tous singuliers, hein. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Il faut s'adapter à chacun, il faut trouver ce qui va bien pour chacun. Et bien, ma foi, après aussi sur les territoires, ils sont appelés à faire du lien avec l'ensemble des acteurs du territoire, puisque je vous l'ai dit, on recherche les petites poignées. Les petites poignées, on ne les a pas toutes, hein. C'est-à-dire qu'il y en a un, lui, c'est le cheval qu'il aimerait bien. Alors, on n'a pas des chevaux partout, hein, ça c'est sûr. Donc, par contre, il va falloir faire un contact avec le Poney Club d'à côté et puis prévoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, quand y aller, etc. Il y en a, c'est des animaux, donc on a des contacts avec les fermes des animaux. Il y en a d'autres, alors on a du scolaire, hein, bien sûr, et puis il y en a d'autres qui sont plus grands, c'est avec les terrains de stage, etc. Donc, il faut faire du lien. Sur chacun des territoires, c'est faire du lien. Et donc, les professionnels aussi, ils doivent faire ça, puisqu'ils sont référents et ils ont un coordinateur de parcours, mais les coordinateurs de parcours ne font pas tout non plus. Et donc, c'est aussi aux professionnels d'aller rechercher le terrain de stage qui va bien. Dans notre dernier projet institutionnel, il y a une petite vignette qui explique comment une éducatrice accompagne un enfant sur un terrain de stage. Et ce n'est pas facile du tout. Il faut sortir de la voiture déjà pour aller rencontrer la personne qui va accueillir sur le terrain de stage. Et là, c'est une première chose il faut accompagner. Mais vraiment, c'est vraiment pas simple. Mais aujourd'hui, ce jeune-là, il est en apprentissage. Donc, ma foi, on a gagné au moins pour lui là-dessus. Et puis, bien sûr, vous en avez parlé, hein, la formation, ça c'est essentiel. Au sein de la Fondation et à plein d'autres associations du Finistère et de Bretagne, a été montée une RAC, une recherche-action qualifiante. Donc, il y a pas mal de professionnels de nos institutions qui ont pu y participer. Et c'est un peu comme ça en amont qu'on a pu préparer notre arrivée sur Carré, puisqu'il y avait un des professionnels qui, participant à cette RAC,
avait plus spécifiquement comme visée de vérifier sur le territoire avec qui ils pouvaient créer des liens. Alors, je vois que nos animatrices sont revenues. Alors, on a tenu le choc, hein, on a continué, hein, mais on ne vous entend pas, par contre. Voilà. Alors, après, vous revoilà. Oui, merci, Madame Pousseau. Vous avez vraiment été parfaite et parfait, puisque dans vos établissements, vous expérimentez l'autonomie et nous, en direct, on a expérimenté l'autonomie de nos témoins, puisque vous avez animé le webinaire sans nous et on vous entendait, on pouvait suivre, okay. Oui, bien sûr, on vous entendait, on entendait vos propos aux unes et aux autres. Et c'était très, très intéressant et on n'arrivait pas à se reconnecter dans la posture d'animation. On a des petits soucis techniques. Là, ça fait deux webinaires. Donc, on va s'y atteler pour que ça n'arrive pas la troisième fois. Vraiment désolée, mais vous avez été vraiment parfait. Merci beaucoup. Du coup, on ne pourra pas vous présenter les derniers slides, mais qui concernaient des points de repère et qui reprenaient des éléments que vous avez évoqués. Ça n'est pas grave du tout, au contraire, puisque en tout cas, c'est les propos que vous venez d'avoir qui nous importaient et qui nous intéressaient en premier. Mais ces slides vous seront transmis à l'ensemble des participants. Quelques slides proposés par l'ARACT qui synthétisaient, ma foi, au travers de 3 schémas et 3 slides, tout ce que vous avez dit. Enfin, en tout cas, c'est une tentative pour synthétiser les éléments que vous avez soulignés sur la question du temps, de la discussion pour confronter les points de vue, du rôle du management et des encadrants à la fois au quotidien et dans la durée pour contribuer de manière très opérationnelle à ce que les collectifs de travail puissent effectivement fonctionner dans des nouvelles organisations, à ce que les encadrants puissent contribuer à des environnements de travail et des organisations porteurs de qualité de vie et de conditions de travail. Donc, quelques slides pour les participants. J'espère que vous retrouverez en synthèse ce que nos témoins ont évoqué. Quelques slides du CREAI aussi, avec une autre approche, mais qui... Voilà, pour compléter aussi un peu les propos et dans le contexte de transformation qui vient faire bouger effectivement la question du management, vous devez être informé maintenant de la parution d'un nouveau référentiel d'évaluation de la qualité. Alors voilà, on fait le lien avec qualité du management, qualité aussi de l'accompagnement. Donc, c'est aussi un souci, en tout cas un enjeu évidemment pour les managers de rentrer davantage dans cette culture de l'amélioration continue de la qualité, mais au travers des espaces que vous évoquez, d'échanges, etc. C'est bien, et des échanges de pratiques, c'est bien aussi contributeur justement de cette amélioration de la qualité de vie et des personnes qui sont, que vous accompagnez et des professionnels, avec une nouvelle approche de la part de la HAS, la Haute Autorité de Santé, un nouveau référentiel finalement qui vient interroger justement et les personnes concernées au centre et les professionnels et la gouvernance des établissements. Donc, l'idée était aussi de faire le lien vers ce point d'actualité qui occupe les établissements avec un calendrier pas encore fixé, mais voilà, l'idée c'est au travers des quelques slides que le CREAI souhaitait vous présenter aussi, c'est de vous donner aussi là, des points de repère à la fois au niveau de l'HAS, d'un support aussi de décryptage qui a été fait par l'Association nationale des CREAI pour redonner aussi sens à ce nouveau cadre d'évaluation et vous dire aussi, puisqu'on est aussi soutenu par l'ARS dans ces webinaires autour de la qualité de vie et des conditions de travail, 2 temps prévus en juin, le 20 juin et le 4 juillet, justement pour échanger autour de ce nouveau cadre de référence. Voilà. Alors, en complément, enfin, sur les éléments que vous découvrirez à la réception du support,
nous avons mis le lien et le sommaire du rapport qui a été publié il y a quelques semaines par l'Observatoire de l'OPCO Santé, qui s'intitule « Évolution vers des cadres d'intervention plus ouverts et plus inclusifs ». Et pour ma part, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, sur les éléments effectivement de présentation de quels impacts ou quels points d'attention en termes d'organisation du travail, de management, d'évolution des pratiques et des métiers dans le contexte actuel. Dernière proposition à vous faire, proposition honnête, bien sûr, de ma part. Nous sommes en train de préparer une action et je n'irai pas plus loin sur la... je ne définirai pas plus loin cette action, on va dire une action collective à l'attention ou au bénéfice des acteurs d'encadrement des établissements médico-sociaux dans toute leur diversité d'activités. Action soutenue par l'ARS, alors pour accompagner, pour contribuer aux échanges de pratiques, au parcours. Voilà, là, son contenu est encore à travailler. Et l'invitation que je vous fais, vous retrouverez également cela dans les slides, c'est aux participants et aux témoins n'hésitez pas à me contacter en direct pour me transmettre des idées, au-delà des idées, des éléments qui vous sembleraient importants à prendre en compte dans ce projet d'action pour que nous partions vraiment de vos besoins. Probablement que nous en connaissons certains, mais là aussi, la co-construction avec des acteurs d'établissement nous semble vraiment intéressante pour construire ce projet d'action. Et puis, si vous le souhaitez, pour vous préinscrire, bien sûr. Nous n'aurons pas d'enquête de fin, je pense, puisque nous n'avons plus la main technique, mais par contre, on va laisser les derniers mots à nos témoins. Je crois que M. Treguer, vous aviez la petite main levée pour peut-être partager les derniers mots, et puis les autres témoins, bien sûr, également. Oui, je ne savais pas si vous alliez avoir le temps de me le dire, mais c'est vrai que je l'ai là, en fait. Vous l'avez dit, hein, notamment sur les mutations du secteur, c'est le document de l'OPCO, en fait. Et vous avez parlé du travail de l'Ancréail aussi, sur la question de l'évaluation. Et c'est vrai que vous venez de citer deux des documents en fait, qui font référence aujourd'hui et qui aident à concevoir le futur. Ouais, je pense que c'était un point important dans le cadre de ce cycle et de ces webinaires, que de le dire. Et puis, je ne savais pas votre initiative au niveau de la RACT à destination finalement de l'encadrement. Je pense que c'est forcément nécessaire que d'amener des espaces de réflexion où on peut amener des sujets. Alors, ça peut être la QVT, ça peut être se questionner sur la fonction d'encadrement ou en tout cas apporter des outils. Pas forcément se questionner, c'est apporter des outils parce qu'on est quand même dans une période et puis on sait que ça ne va pas s'arrêter demain où on a quand même des mutations importantes, notamment sur la question du recrutement, de la fidélisation. On aura besoin de vous, les 3 interlocuteurs qui organisaient ce webinaire, tout simplement pour avoir des outils et puis participer à la réflexion autour de ce qu'il fera demain, en fait. Voilà. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure et notamment particulièrement sur les documents que vous présentez. Voilà, et en faire la lecture, je pense que c'est vraiment indispensable. Oui, et petite précision du coup pour le rapport de l'Observatoire que nous avons évoqué l'un et l'autre, il a été coproduit par le CREAI et le CREAI Île-de-France était effectivement à la manette également. Madame Rousseau, Madame Tressac, Madame Alexandre, on va vous laisser les derniers mots. Et puis juste quand même, je prends encore 10 secondes la parole pour vous inviter au prochain webinaire qui a bien lieu le lundi 20 juin. Vous avez peut-être reçu le lien d'inscription. Lundi 20 juin, même horaire, 14h, 15h30, sans problème technique, on l'espère, sur transformation, l'intitulé « Transformation au sein des établissements ». Ça reste un fil rouge. Comment co-construire avec les professionnels. Aujourd'hui, voilà, on s'est intéressé à l'évolution de l'activité des encadrants et les ressources dont ils ont besoin également. L'une des ressources est probablement de co-construire, mais comment fait-on? Partage d'expérience avec 2 autres structures bretonnes dont vous trouverez les noms dans les invitations. Allez, je vous redonne la parole.
Moi, je vais juste dire merci à tout le monde. Je n'ai pas eu le temps de finir sur les ressources parce que vous êtes revenus un peu. J'ai pas tout à fait fini, mais c'est pas grave. Je ne vous en veux pas du tout. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que j'étais à la disposition. Alors, par exemple, je n'ai pas pu répondre sur la question EMR ou sur la question de l'AIRE. Voilà, moi, je suis OK pour laisser mes coordonnées s'il y avait des questions. Mais voilà. On peut prendre quelques minutes après le dernier mot. On peut garder la ligne ouverte pour ceux qui le souhaiteraient, seraient encore disponibles. Il n'y a pas de souci. On est attentif à respecter le temps, mais voilà. Oui. Bah, je crois que c'est important pour tout le monde, mais je pense que voilà. Moi, je peux dire que voilà, je reste à la disposition s'il y a des gens qui souhaitent plus d'informations. Là, ça ne va pas être possible sur le moment. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames Tressac et Alexandre? Oui, alors moi, ça va être très bref. Moi, je voulais dire que quelque part, c'était rassurant. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le mot qu'il faut employer, mais en tous les cas, réconfortant de voir que, voilà, on partage tous les mêmes difficultés et qu'on va tous dans le même sens finalement. Il faut re-questionner, il faut redonner du sens, il faut prendre le temps, il faut reposer les choses. Je pense qu'on a été dans un tel tumulte que là, il faut regagner en sérénité. Voilà. Alors moi, je trouvais intéressant qu'à nos deux structures, d'abord, qu'on travaille ensemble, hein, qu'on se rejoint sur beaucoup de points et qu'on aborde le comment être au monde, comment vieillir, comment mourir, mine de rien. Hein, et on met bien l'usager au centre à chaque fois. Et puis, je suis ravie que la Fondation recrute un DRH. Ça donne du sens à mon travail. Voilà, et merci beaucoup à tous pour nous avoir fait participer à ce beau moment. Merci. Merci beaucoup. On tient à ces partages d'expériences et effectivement. Et voilà, on espère vous retrouver nombreux à l'occasion de notre prochain webinaire. Donc, c'est l'APF du Finistère qui sera représenté ainsi que l'ADAPEI 35. Et je le redis, effectivement, on a toujours les replays de ces temps qui sont consultables sur nos sites respectifs et vous recevrez effectivement le support complet, celui-ci avec justement des rendez-vous et des points de repère qu'on souhaitait partager sur cette thématique-là. On a pu le faire oralement. Voilà, ce sera aussi inscrit dans le marbre. Merci encore à tous pour vos partages et votre bonne humeur et on souhaite une belle fin d'après-midi. Merci. Également. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon, c'était...